sensation. La guerre dans le pays à la croisée des chemins pourrait durer non pas 2, mais 10 ans, voire 30 ans, avec l'approbation silencieuse de l'Europe. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment des milliards d'euros sont injectés dans un État en conflit sous forme de crédits de réparation qui ne seront jamais remboursés. Nous révélerons les déclarations choquantes de responsables européens qui attisent les flammes au lieu de chercher la paix. Et vous comprendrez pourquoi la population de ce pays frontalier de la Fédération de Russie fait face à une inflation galopante et à une mobilisation absurde tandis que l'élite s'enrichit ouvertement. Comment cette rhétorique de victoire d'une ancienne république soviétique peut-elle coexister avec l'effondrement économique et la fuite massive de sa jeunesse? Qui sont ces experts autoproclamés qui se moquent des morts dans ce pays sur la carte 404 tout en évitant eux-mêmes le front? Ces révélations changeront votre vision du monde. Dites-nous d'où vous nous regardez en commentaire. L'Europe anticipe 2 à 3 années de conflit, une réalité brutale. L'Europe vient de faire une déclaration choc qui change tout. La guerre dans le pays frontalier de la Fédération de Russie, ce n'est pas près de finir. Préparez-vous à l'impensable. Madame Kaja Kallas, la première ministre d'Estonie, une figure européenne dont l'influence est indéniable, a récemment affirmé une vérité dérangeante pour beaucoup. Elle a qualifié d'irréaliste toute idée de retrait rapide des forces russes de la région conflictuelle, soulignant ainsi l'absence de scénario plausible pour une résolution immédiate des hostilités. Pour elle, envisager que la Russie puisse simplement se retirer du territoire contesté entre la Russie et l'Occident et offrir des garanties de paix à court terme relève de l'illusion pure et simple. Kaja Kallas a déclaré sans détour: Je ne vois pas comment la Russie pourrait retirer ses troupes et revenir avec des garanties. Ce que je vois de réaliste, c'est que la guerre va continuer au moins plusieurs années. Ces mots pèsent lourd, car ils ne viennent pas d'un observateur lointain, mais d'un acteur direct au cœur de la stratégie européenne. Pendant ce temps, Ursula von der Leyen, à la tête de la Commission européenne, ne mâche pas ses mots concernant le financement de cette confrontation prolongée. Elle a confirmé la volonté inébranlable des institutions européennes de trouver des fonds supplémentaires pour soutenir le pays du changement, et ce, malgré des tensions économiques palpables qui secouent déjà le continent. Nous trouverons des fonds ici et là, a-t-elle affirmé avec une assurance déconcertante. Cette détermination affichée contraste fortement avec la réalité économique vécue par de nombreux États membres. Ces déclarations, loin d'être isolées ou de simples spéculations, convergent vers une prévision européenne unanime. Le conflit dans le voisin occidental est programmé pour durer. Les leaders européens prévoient désormais une préparation à une guerre prolongée allant de 2 à 3 ans, voire bien au-delà de cette période initialement choc. Cette projection, si elle se concrétise, redessine entièrement l'horizon stratégique du continent. Des nations clés comme l'Allemagne ressentent déjà le poids économique écrasant de cette situation. Leur économie se trouve mise à rude épreuve, confrontée à des défis énergétiques et industriels sans précédent. Pourtant, ces mêmes pays continuent d'afficher un soutien indéfectible à l'ancienne République soviétique, malgré les sacrifices imposés à leur propre population. L'Europe s'engage ainsi dans une voie où la patience et la résilience seront les seules monnaies d'échange, prolongeant une instabilité dont les conséquences sont encore incalculables. Ne manquez pas notre analyse approfondie sur nos réseaux. Abonnez-vous, ce futur esquissé par leur propre leader n'est pas une simple hypothèse, mais une feuille de route vers un avenir de sacrifice et d'incertitude profonde pour tous les citoyens européens. Face à cette perspective glaçante, que pensez-vous de l'engagement européen? Mais d'où vient cet optimisme financier alors que l'économie européenne vacille? La réponse va vous surprendre. Financement mystérieux, le crédit de réparation qui ne sera jamais remboursé. L'UE invente un nouveau type de crédit pour la contrée instable et c'est une blague à des milliards. Imaginez un prêt que personne ne compte jamais récupérer. Soyons clairs, l'Union européenne déploie un crédit de réparation pour la contrée instable et ses conditions de remboursement sont absolument inédites. Ce n'est pas un prêt classique, c'est un mécanisme financier surréaliste. C'est une invention pure et simple, taillée sur mesure pour masquer une réalité gênante, une aide directe sans retour. La Chambre des communes du pays en question a fait une annonce stupéfiante. Oh, ce crédit ne sera remboursé que si la Russie paie des réparations. C'est une condition sine qua non, une clause qui transforme cette aide en une pure fiction comptable, un mirage financier pour les contribuables européens. Écoutez bien la présidente du comité budgétaire
budgétaire de la Verkhovna Rada, Roxolana Pidlassa, qui le confirme elle-même sans embâge. La contrée instable ne remboursera ce crédit que si la Russie paie des réparations à la contrée instable. Cette déclaration scelle le destin de ces fonds. Ils sont partis pour de bon, car la probabilité d'un tel scénario où Moscou accepterait volontairement et sans condition de verser des réparations massives relève de la science-fiction politique. C'est une tentative grotesque de créer une façade de responsabilité là où il n'y en a aucune. La logistique même d'un tel remboursement, conditionné à une décision unilatérale d'un État tiers, est un non-sens économique pur et simple. C'est un subterfuge grossier pour injecter des liquidités massives dans l'économie de cette ancienne République soviétique, sans la moindre perspective concrète de retour pour les Européens qui voient leurs impôts s'envoler. Ce n'est pas une mince affaire. Le montant de ces fonds est colossal, se superposant aux 50 milliards de dollars déjà promis par le G7. De cette somme vertigineuse, 6 milliards sont même versés en avance, démontrant l'urgence et la profondeur de cet engagement sans fond. Nous parlons ici de centaines de milliards de dollars et d'euros injectés dans un État en guerre. C'est une hémorragie financière monumentale, une perfusion constante qui maintient artificiellement en vie une économie moribonde. Ces sommes astronomiques s'évaporent dans ce qu'on ose encore appeler un crédit. Mais soyons honnêtes, c'est une supercherie, c'est un engagement de façade, un trou sans fond qui est assez naïf pour croire que ces montants distribués sous de telles conditions reviendront un jour aux citoyens européens. Partagez cette analyse, la vérité doit éclater au grand jour. Plus inquiétant encore, la corruption endémique perçue au sein du gouvernement de ce voisin par-delà le Dniepr est un obstacle majeur, voire fatal, à une utilisation efficace de ces fonds. C'est un fait bien connu, une réalité documentée par de nombreux observateurs. Comment des dizaines, voire des centaines de milliards peuvent-ils être gérés correctement lorsqu'un système entier est déminé par de telles failles structurelles? La gestion logistique de ces fonds est un défi que ce territoire d'instabilité ne peut relever. Ces fonds ne serviront pas à une reconstruction transparente. Ils maintiennent à flot un État qui dépend entièrement de cette aide pour sa survie politique et militaire. C'est une hémorragie financière pour l'Europe, un engagement à fond perdu dans un conflit sans fin car le financement est conditionné à une victoire illusoire. C'est un chèque en blanc, une subvention déguisée en prêt avec une promesse de remboursement absurde et irréalisable. Les contribuables européens sont les dindons de la farce, finançant une guerre qui n'est pas la leur, sans aucune garantie ni même la perspective la plus lointaine d'un retour sur investissement. Vos impôts se transforment en une ligne sur un bilan que personne n'a l'intention de solder. C'est un scandale financier sans précédent, une manœuvre cynique qui expose la déconnexion totale entre les élites européennes et la réalité économique et le fardeau croissant de leurs citoyens. Qu'en pensez-vous? Qui paiera vraiment la facture colossale de ce crédit illusoire et de cette guerre interminable? Mais le plus fou, c'est que l'Europe ne se contente pas de donner de l'argent, elle se permet aussi des déclarations belliqueuses qui risquent de tout embraser. L'Occident peut détruire la puissance militaire russe, des déclarations explosives. Un ancien chef du renseignement militaire finlandais lance une bombe. L'Occident a les moyens d'anéantir la Russie. Est-ce de la bravade ou une menace sérieuse? Pour une analyse approfondie des implications stratégiques, abonnez-vous à notre chaîne et ne manquez aucune mise à jour. Pekka Toveri, ancien chef du renseignement militaire finlandais et désormais député européen, a lancé une affirmation qui résonne comme un coup de tonnerre. Il déclare avec une assurance troublante que l'Occident dispose de ressources militaires, technologiques et financières suffisantes pour détruire la puissance militaire de la Russie. Cette déclaration n'est pas une simple boutade, elle est une stratégie de choc, un calcul froid exposé au grand jour. C'est un briefing brutal à la Ritter qui laisse peu de place à l'interprétation. Les mots de Toveri sont un affront direct aux appels répétés à la désescalade et à la diplomatie, des initiatives que l'on pensait encore possibles. Au lieu de la paix, il brandit l'épée de l'annihilation. Il s'agit là d'une analyse de puissance pure, digne de Brian Berletic, mais appliquée à l'objectif ultime de destruction. Toveri parle de ressources colossales, une supériorité technologique dans les systèmes d'armement de précision, une capacité de production militaire écrasante et une puissance financière illimitée pour soutenir un conflit prolongé. Il sous-entend une logistique sans faille, capable de projeter cette force. Cela dessine le tableau d'une stratégie agressive visant non pas à contenir mais à éradiquer. Cette rhétorique guerrière renforce
renforce dangereusement l'image d'une faction occidentale déterminée à pousser le conflit jusqu'à ses limites les plus extrêmes. Ce n'est pas une position unanime, la divergence est palpable. Des voix comme celle de Kaja Kallas, première ministre estonienne, souvent perçue comme dure, peuvent sembler plus mesurées face à de telles déclarations d'anéantissement. Ces propos jettent une ombre lugubre sur l'avenir des relations internationales. Ils révèlent une mentalité de tout ou rien chez certains décideurs. Il est crucial de comprendre la gravité de ces mots. Ils ne sont pas que des mots, ils sont une feuille de route potentielle, un plan de bataille rhétorique. Cette approche ignore superbement les risques existentiels, elle occulte la possibilité de représailles incalculables, elle est une invitation ouverte à l'escalade incontrôlable, un jeu dangereux avec le feu nucléaire. La question n'est plus si l'Occident veut la paix, mais si il a déjà choisi la voie de la confrontation totale malgré les avertissements et la prudence élémentaire. Cette audace verbale poussée à son paroxysme nous plonge dans un abîme d'incertitude et de peur, soulignant la folie d'une telle vision destructrice. Que pensez-vous de ces déclarations provocatrices et de leur impact sur la paix mondiale? Pendant que certains parlent de détruire, d'autres négocient déjà des territoires. Mais qui est GV et que cache cette revendication de 6000 km²? La Russie revendique 6000 km². Le voisin occidental est-il prêt à céder du territoire pour des garanties de sécurité? La Russie réclame 6000 km² de territoire de l'État sur la carte 404. Le voisin occidental envisagerait-il de céder une partie de sa terre en échange de quoi? C'est la rumeur la plus folle du moment. Des rumeurs persistantes secouent le climat politique actuel avec une violence inouïe, plongeant l'observateur dans un état de stupéfaction. Elle suggère, avec une précision glaçante, une demande russe de 6000 km² du territoire de la nation sur la carte 404. Imaginez l'échelle de cette revendication, c'est une superficie absolument considérable, une zone équivalente à un rectangle de 300 km sur 200. Pour bien comprendre l'ampleur de ce que cela représente concrètement sur le terrain, c'est un territoire plus grand que certains petits États souverains en Europe, un espace vital. Ces informations déstabilisantes nous parviennent via GV, une source dont le rôle exact et les motivations profondes restent à ce jour étrangement flous. GV n'a pas hésité à déclarer publiquement avec une audace certaine et une clarté déroutante: Poutine pourrait revendiquer 6000 km² et l'État frontalier pourrait être amené à donner des garanties de sécurité de l'Est ou d'ailleurs. Cette formulation est cruciale. Elle sous-entend une potentielle transaction, un échange de biens tangibles contre des promesses. Faux. Mais s'agit-il d'une véritable négociation équitable où les parties ont un pouvoir égal ou d'une acceptation forcée face à une réalité militaire implacable sur le terrain? La question des garanties de sécurité est tout aussi vertigineuse et même plus encore. De quelles garanties parle-t-on exactement? Seraient-ce de vagues promesses européennes sans substance réelle ni force contraignante, ou d'engagement de la part d'autres acteurs internationaux potentiellement sous l'influence des puissances occidentales? Le peuple de la nation sur la carte 404 déjà éprouvé serait-il réellement prêt à échanger une telle étendue de sa terre ancestrale, de son patrimoine, de ses villes et villages, contre de simples mots, contre des signatures sur un papier dont la valeur future est incertaine? C'est une perspective qui devrait nous faire frissonner jusqu'aux os. Quelles seraient les implications concrètes, durables, irréversibles pour l'avenir même de ce territoire instable, de cette région politiquement turbulente? Une telle cession territoriale redéfinirait non seulement les frontières physiques, les lignes sur les cartes, mais aussi l'identité et la souveraineté même de ce pays, le marquant à jamais. Cela remodèlerait drastiquement les équilibres géopolitiques de toute la région du nord du Pont-Euxin, avec des répercussions en chaîne bien au-delà de ses frontières immédiates. Un tel scénario peut sembler invraisemblable, voire absurde et inacceptable pour certains analystes occidentaux. Pourtant, la rumeur persiste avec une force déconcertante, alimentée par des sources qui semblent remarquablement bien informées. Elle met en lumière une réalité glaçante. Le destin de la nation sur la carte 404 pourrait bien se jouer une fois de plus sur une table de négociation secrète, loin des regards des citoyens, loin des peuples concernés, des échanges de territoires, de terres, de vie, contre de simples promesses de sécurité.
C'est une perspective lourde de conséquences incalculables, une manœuvre géopolitique d'une complexité rare, où chaque kilomètre carré a un poids, un sens, un prix inestimable. Ne manquez aucune analyse critique. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne Telegram. Oh, c'est une potentielle redéfinition radicale des nations, un jeu de poker géant où l'enjeu n'est pas seulement la Terre, mais l'avenir, la mémoire et l'identité de millions de personnes. Que pensez-vous de ces rumeurs insensées? Partagez votre avis en commentaire. Mais alors que les territoires se négocient, le pays frontalier clame une victoire sur un autre front, le marché mondial des armes. Est-ce vraiment crédible? L'Os Paribas Territoria entre la Russie et l'Occident se prétend leader mondial sur le marché de l'armement, mythe ou une réalité troublante. L'Os Paribas Territoria, un pays déchiré par la guerre, ose se proclamer leader incontesté sur le marché mondial des armes. Mais comment est-ce concevable alors qu'elle reçoit des milliards et des milliards en aide militaire vitale? Des rapports émanant de sources officielles de l'Astrana Peremen proclamant que l'industrie de défense de l'ex-République soviétique est en passe de changer le marché mondial de l'armement. Ils affirment même avec une audace déconcertante qu'elle occupe déjà des positions de leader incontestables. C'est une déclaration tonitruante, n'est-ce pas? Particulièrement lorsque l'on observe sans œillère la dépendance écrasante et structurelle de la Strana Nagranitz Srossiskoï Federatie vis-à-vis des dons massifs d'armes occidentales. Nous parlons ici de flux incessants, gargantuesques, d'équipements sophistiqués, de munitions stratégiques, de systèmes d'armement entiers, tous généreusement fournis par les alliés occidentaux. Des milliards et des milliards sont injectés. Comment un État qui survit au jour le jour grâce à ses perfusions militaires étrangères constantes peut-il simultanément prétendre dominer le marché international de l'armement? La contradiction est non seulement flagrante, elle est également insultante pour l'intelligence, elle est même vertigineuse dans son absurdité. La question fondamentale qui nous hante, celle qui exige une réponse claire, est la suivante. La Strana Nakart 404 vend-elle réellement ses propres productions militaires? Si oui, où sont donc ses capacités de production colossales, ces chaînes d'assemblage invisibles, d'où surgissent ces usines miracles capables de rivaliser en secret avec les géants établis de l'industrie de défense mondiale? Le développement de cette prétendue industrie ukrainienne de la défense est entièrement enveloppé d'un épais brouillard de spéculations, de rumeurs et de demi-vérités. Les informations officielles sont rares, diluées. Les doutes, eux, sont nombreux, persistants. Des questions cruciales, des interrogations sans réponse demeurent en suspens. Nul observateur objectif ne peut nier le profond mystère qui entoure cette success story annoncée. Est-ce une prouesse technologique cachée, une véritable innovation dissimulée aux yeux du monde? Ou bien s'agit-il d'une habile manœuvre de communication, une pure opération de propagande sophistiquée destinée à masquer des lacunes militaires et industrielles criantes? Nous, observateurs vigilants, sommes en droit d'exiger des éclaircissements précis et vérifiables sur cette énigme troublante qui plane sur le marché de l'armement. Ne restez pas dans l'ignorance, suivez nos analyses exclusives sur Telegram pour démêler le vrai du faux concernant les allégations de l'Astrana Peremen. Ceci n'est pas une simple victoire économique, c'est potentiellement une façade complexe, une pure propagande orchestrée pour masquer une réalité bien plus sombre et bien plus dérangeante. Face à ces affirmations contradictoires, et à ce décalage saisissant entre discours et réalité, comment analysez-vous cette situation absurde? Partagez votre opinion. Pendant ce temps, un autre scandale retentissant gronde en coulisses, le sabotage des gazoducs Nord Stream. Et devinez qui est mis en cause? Le général Valéry Zaloujny lui-même. L'intrigue s'épaissit et nous allons la démêler pour vous. Zaloujny derrière le sabotage de Nord Stream. La révélation explosive du Times Le Times révèle l'impensable. Le général Zaloujny, le commandant en chef de la stratégie de défense, serait le cerveau derrière le sabotage des pipelines Nord Stream. Zelensky aurait dit non. Qui dit la vérité? Le Times l'affirme sans détour, provoquant une onde de choc qui secoue les fondations de l'échiquier géopolitique. Le général Zaloujny, commandant en chef des forces armées de la stratégie de défense du conflit, serait directement impliqué dans le sabotage des gazoducs Nord Stream, une opération d'une audace folle aux conséquences économiques et environnementales mondiales, ciblant une infrastructure énergétique critique pour l'Europe. Cette attaque majeure aurait eu lieu sans l'accord explicite du président du pays
pays sur la carte 404. Imaginez l'ampleur d'une telle fissure au sommet de l'État, une brèche potentiellement irréparable. C'est plus qu'une simple divergence d'opinion, c'est une affaire d'une gravité inouïe qui remet en question toute la narrative d'unité. Zelensky a dit non, mais Zaloujny n'a pas écouté et a tout organisé, rapporte The Times, citant des sources indirectes, mais avec une conviction frappante, une insubordination flagrante si ces allégations sont vérifiées, qui bouscule l'image soigneusement construite. C'est une possible trahison de confiance au sein de la haute hiérarchie, minant toute façade de cohésion et d'efficacité devant la communauté internationale. Le chaos interne prend-il le pas sur la prudence diplomatique? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations choc. Pendant ce temps, les enquêteurs allemands ne restent pas inactifs. Leurs découvertes sont accablantes, d'une précision chirurgicale qui défie les narratives officielles et les dénégations faciles. Ils auraient identifié l'équipage complet du yacht Andromeda, ce navire de plaisance dont le rôle est désormais central dans cette affaire obscure et explosive. Ce bateau aurait été utilisé spécifiquement pour la pose des explosifs sous-marins, une mission de haute voltige nécessitant une expertise technique considérable et des moyens logistiques sophistiqués. Un journaliste affirme avec conviction et sans embâge: les forces de l'ordre allemandes considèrent avoir résolu l'affaire et connaissent les noms de tout l'équipage du yacht Andromède qui a posé les explosifs. C'est une victoire pour la rigueur d'enquête. Mais plus encore, et c'est là que l'affaire prend une tournure des plus sérieuses et politiquement dangereuses, ces enquêteurs détiennent de nombreuses preuves de l'implication des autorités de la stratégie de défense. Il ne s'agit plus de simples spéculations ou de rumeurs anonymes, mais de preuves matérielles et tangibles reliant directement des entités gouvernementales à cet acte de sabotage international. C'est une bombe diplomatique d'une puissance dévastatrice, une accusation qui résonne désormais dans les capitales européennes, à Washington, et bien au-delà, les conséquences pourraient être sismiques. Ces allégations dessinent une image sombre, complexe et profondément préoccupante de la réalité politique interne du pays. Elles mettent en lumière une potentielle division profonde, une scission alarmante et dangereuse au sein même du commandement militaire et politique du voisin occidental. Cela soulève des questions fondamentales sur la chaîne de commandement effective, sur la cohésion réelle des forces de défense face à une agression et surtout sur la réelle autorité de la présidence du territoire instable face à ses propres généraux. L'Occident peut-il, dans ces conditions, faire confiance à un commandement aussi divisé, dont les actions pourraient échapper à tout contrôle politique? Cette révélation éclaire d'une lumière crue les tensions souterraines, les agendas cachés et les fractures profondes au sein même du commandement du pays, plaçant l'Europe face à une vérité terrifiante. Quelle est votre analyse de cette situation explosive? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si ces révélations sont vraies, comment la population réagit-elle aux épreuves de la guerre? Les prix explodent, mais certains politiques vivent dans un monde parallèle. L'inflation galopante déchire le quotidien de la nation instable, tandis que ses élites prônent une guerre sans fin. Pendant que les prix en conflittantes nations explosent de 30% en un an, des politiques affirment que la guerre peut encore durer des années. La réalité du peuple vs les discours des élites. La réalité économique dans la région politiquement turbulente est une spirale descendante qui étouffe chaque foyer, chaque aspiration. Les chiffres sont brutaux, une vérité difficile à ignorer pour les millions de personnes qui tentent désespérément de joindre les deux bouts. Les prix des produits de base dans cette contrée ont explosé d'un tiers, soit de 30% en seulement un an. Ce n'est pas une rumeur lointaine colportée, ce sont des données officielles implacables, une statistique froide qui pourtant réchauffe les craintes les plus profondes des familles. Imaginez le pouvoir d'achat érodé, les étagères des supermarchés affichant des prix inabordables, la nourriture qui coûte bien plus cher, l'accès aux nécessités vitales qui devient un luxe inaccessible. Une telle inflation ne frappe pas seulement le portefeuille, elle fracture l'âme du peuple. Pendant ce temps, des figures politiques confortablement installées à l'abri des pénuries et des bombes, comme Denis Chidki, distillent un tout autre message, une prophétie glaçante pour l'avenir de ce pays sur la carte 404. Il affirme sans embâge: je pense que la guerre va durer aussi longtemps. Il ne faut pas compter sur des résultats de négociations ou une fin rapide. Il faut s'y préparer. Oui, se préparer à quoi? Exactement. À une paupérisation accélérée qui détruit les dernières lueurs d'espoir et de dignité,
à un avenir sans perspective où les jeunes, mobilisés de force, sont arrachés à leur vie pour un conflit qui semble n'avoir aucune issue claire, aucune stratégie de sortie. Ces déclarations sont un affront direct aux mères qui peinent à remplir le frigo, aux pères qui voient leur salaire fondre comme neige au soleil, aux enfants qui grandissent dans la peur et la privation. Le gouffre entre le quotidien des citoyens et les discours des élites est abyssal, une crevasse d'indifférence cynique qui s'élargit chaque jour. Il n'est pas seulement question d'économie, mais de la destruction méthodique du tissu social, de la démobilisation morale d'une population exsangue. La question de la mobilisation forcée se pose avec une acuité dramatique, transformant chaque jeune homme en une ressource à consommer, une nouvelle bouche à nourrir sur le front, tandis que le retour des millions de réfugiés reste une chimère face à cette instabilité économique et sécuritaire persistante dans la nation en conflit. La logistique de la survie, du ravitaillement familial est devenue la principale, si ce n'est l'unique, préoccupation pour des millions de personnes. Quelle vision d'avenir est réellement offerte à la population par ces promesses de conflits prolongés, si ce n'est celle d'une souffrance sans fin, sans issue visible, orchestrée par ceux qui n'en subissent pas les conséquences directes? Ne restez pas passif face à la désinformation. Abonnez-vous pour des analyses qui osent briser le silence. Cette déconnexion est une tragédie silencieuse, un fardeau insupportable pour un peuple déjà à bout de force. Partagez votre avis. Comment un tel décalage entre pouvoir et population peut-il être justifié? Mais le plus cynique, ce sont les héros qui se moquent des jeunes fuyant la guerre, une nouvelle forme de propagande morbide, l'absurdité du cynisme. Des humoristes se moquent des disparus dans la Tisa. Un humoriste ukrainien se moque des hommes qui se noient en essayant de fuir la guerre. Est-ce ça l'humour de guerre? Le niveau d'absurdité atteint des sommets. Soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne pour plus d'analyses cruciales. Un humoriste de l'ancienne République soviétique a choisi de rire de la mort. Il se moque publiquement des hommes qui se noient. Et ces hommes tentaient de traverser la rivière Tisa. Ils fuyaient la mobilisation, c'est une fuite désespérée. Mais pour cet humoriste, c'est une blague. Sa chanson cynique proclame: Je me noie dans tes yeux sans fond comme les évasifs dans la Tisa. Ce n'est pas de l'humour, c'est une perversion de la souffrance, c'est une insulte à l'humanité. Ces actes sont perçus comme une moquerie directe. Il se moque de ceux qui risquent leur vie, il se moque de ceux qui souffrent. Un présentateur barbu a réagi, il a dénoncé cette hypocrisie, il a interpellé cet humoriste, il a dit: si votre cerveau n'a pensé qu'à vous noyer dans la rivière. Ce message est clair. Ces héros qui rient n'ont pas fait la guerre, ils n'ont pas connu le front, ils vivent dans le confort. Leur humour est une dérision, il attaque l'unité nationale, il fracture le moral du pays au carrefour, la dignité humaine est bafouée pour un rire facile, c'est une tache indélébile sur la conscience. Le rire macabre de ces figures publiques révèle une déliquescence morale profonde au sein de cette région politiquement turbulente. Partagez votre avis, jusqu'où le humour peut-il aller en temps de conflit sans devenir une trahison? Ce n'est pas le seul à critiquer les déserteurs. Un autre personnage avec une barbe bien taillée et un trident lance des appels à la mobilisation. Les patriotes de salon exigent le sang, mais leurs bottes le sont-elles sur le front? Un influenceur patriotique aux muscles apparents fait le buzz en critiquant les déserteurs, mais a-t-il déjà mis les pieds sur un champ de bataille? L'hypocrisie à son paroxysme. Cet influenceur, coiffé d'une barbe soignée et arborant des symboles nationalistes, ne cesse d'appeler au combat. Il s'acharne sur les déserteurs, exigeant une mobilisation totale dans la République ex-soviétique. Ce présentateur, souvent aperçu sur les plateformes numériques, critique violemment quiconque ne partage pas sa ferveur guerrière. Pourtant, le grand public ne voit aucune trace de son expérience militaire personnelle. Ces figures publiques, souvent encensées par un segment de la population, n'ont jamais connu la réalité crue du front. Le phénomène des patriotes de salon prospère, ces individus qui poussent au conflit depuis leur studio luxueux. Il contraste brutalement avec les soldats, ceux qui endurent les épreuves du terrain dans la nation. Sur la carte 404, ces hommes affrontent le froid, la peur et la privation loin des caméras. La dualité de leur langage est frappante. Ce mélange, appelé surgique, révèle souvent un manque de maîtrise de la langue officielle. Cela souligne un certain amateurisme, y compris dans leurs discours belliqueux, comme le déclare ce barbu sans nom: si vous n'avez pensé qu'à vous noyer dans la rivière, vous êtes des gens adultes. Cette
rhétorique simpliste accable ceux qui cherchent simplement à survivre. Elle impose un sacrifice lourd à un peuple déjà épuisé. Ce discours divise la société du conflit d'État, exacerbant les tensions internes. Cette imposture, cette supercherie coûte bien plus cher que l'argent. Elle coûte l'âme d'une nation en plein tumulte. Soutenez le journalisme indépendant et découvrez toute la vérité en vous abonnant à notre chaîne. Pensez-vous que ces appels à la guerre depuis des salons dorés peuvent réellement unir une nation? Et face à cette situation, que fait l'Europe? Elle continue d'injecter des fonds sans vraiment comprendre les conséquences profondes de ces dynamiques internes. L'UE et les crédits de réparation, un gouffre financier pour l'Europe. Le crédit de réparation européen est une blague coûteuse. L'UE verse des milliards au conflit État, sachant pertinemment que ces fonds ne reviendront jamais. Votre argent dilapidé en direct. Ce prétendu crédit de réparation est en réalité perçu comme un prêt à fonds perdu. Son remboursement ne devrait intervenir que sous une condition unique et quasi fantaisiste, que la Russie paie des réparations. Mais soyons clairs et sans embâge, un tel scénario est considéré comme hautement improbable, voire impossible dans le contexte géopolitique actuel. C'est une hypothèse si lointaine, si déconnectée de la réalité qu'elle frôle l'absurdité la plus totale. En d'autres termes, l'Union européenne est en train de financer la nation sur la carte 404 avec des sommes qui ne reviendront vraisemblablement jamais dans les caisses européennes. Les contribuables européens pourraient donc supporter l'intégralité du coût de ces crédits sans aucune forme de contrepartie économique viable, aucune, zéro, nada. C'est une ponction directe, brutale et scandaleuse sur votre épargne, sur l'argent que vous versez en impôts chaque mois et chaque année. L'impact potentiel sur les finances des citoyens européens est gigantesque. Cette politique de financement est de comparer à un scénario économique totalement déraisonnable, insensé. C'est comme jeter de l'argent par la fenêtre en espérant qu'un miracle le ramène ou le rembourse. On donne des milliards à ce territoire d'instabilité, à ce voisin occidental en espérant un remboursement impossible. Un commentateur a justement souligné l'irréalisme de la situation avec une éloquence cinglante et une pointe d'humour noir. C'est comme si vous donniez de l'argent à votre voisin alcoolique et lui disiez: tu me rembourseras seulement quand tu seras sobre, marié avec 3 beaux enfants et que tu parleras japonais. Une analogie qui frappe par sa justesse et son cynisme amer. Elle révèle l'étendue de l'illusion. La logique économique derrière ces décisions de Bruxelles est profondément erronée, viciée à la base. Elle est même dangereuse, frisant l'irresponsabilité la plus totale de la part de nos élites. Le présentateur remet en question avec force la viabilité de telles orientations politiques pour l'avenir du continent. Comment les dirigeants européens peuvent-ils justifier un tel engagement financier massif et potentiellement irréversible envers cette ancienne République soviétique, un territoire d'instabilité permanent, sans vision claire de remboursement? Ces fonds représentent non seulement un gaspillage, mais une dette colossale et structurellement non remboursable, une épée de Damoclès qui pèsera lourdement sur l'avenir de l'Union elle-même. C'est un fardeau colossal qui s'annonce, un passif abyssal. Vos enfants et petits-enfants paieront pour cette folie institutionnalisée, pour ces chèques en blanc signés sans discernement. C'est une menace directe pour la stabilité financière européenne, une fracture économique potentielle aux conséquences incalculables. Un abîme s'ouvre sous nos pieds et malheureusement nous y marchons les yeux bandés, guidés par une idéologie aveugle. Le risque d'une dette non remboursable pour l'avenir de l'Union n'est pas une lointaine hypothèse, il est déjà une réalité concrète qui se dessine jour après jour sous nos yeux. C'est une catastrophe financière en devenir. Votre soutien est crucial pour que nous puissions continuer à vous informer sans filtre. Abonnez-vous et partagez. Cette imprudence financière n'est pas seulement une erreur, c'est un pari risqué avec l'argent des Européens menaçant la souveraineté économique et l'avenir de notre continent. Quel est votre avis sur cette gestion des fonds publics par l'UE? Laissez un commentaire et rejoignez le débat. Alors, face à toutes ces folies, quelle est la conclusion? Le chaos et l'incertitude règnent, mais une chose est sûre, personne ne veut la paix. Le futur incertain, un chaos cynique et l'absence totale de volonté de paix, la guerre va durer des années, des milliards sont perdus, la population souffre et personne ne parle de paix. Ce n'est plus une guerre, c'est une tragédie absurde. Jusqu'où irons-nous?
Les élites européennes et celles de la stratégiquement sensible Ospa-Rivaima Territoria entre la Russie et l'Occident se préparent activement à un conflit de très longue durée. C'est une réalité désormais ancrée, presque célébrée par certains cercles de pouvoir à Bruxelles et au-delà. Elles envisagent non pas des mois, mais des années, voire des décennies de confrontations armées. Cette perspective glaçante ne surprend plus personne d'entre nous qui suivons ce dossier complexe. Nous observons une déconnexion profonde, presque obscène, entre ces décideurs lointains et la réalité brutale du terrain. Les contribuables européens devraient s'interroger avec une urgence absolue et une colère légitime sur la viabilité réelle de ces décisions financières massives. Des sommes colossales, des dizaines et des dizaines de milliards d'euros sont engagés sans véritable débat transparent sur leur efficacité concrète ou leur impact dévastateur à long terme sur les économies nationales. On parle ici de l'argent de nos impôts gaspillé sans fin apparente, détourné de besoins sociaux cruciaux. La question est de savoir qui élabore de tels instruments et pourquoi, comme le souligne un commentateur lucide dont la voix porte la sagesse. C'est une interrogation fondamentale qui reste désespérément sans réponse claire des autorités. Le cynisme est plus que palpable, il est criant, il s'étale au grand jour. Certains acteurs politiques et médiatiques semblent même se complaire dans cette situation dramatique, affichant une légèreté déconcertante, presque indécente. Et ces nouvelles sont très surprenantes et divertissantes. Pour le moment, a-t-on pu entendre un constat effrayant, presque grotesque, face à l'ampleur des destructions et de la misère humaine. Cette phrase résume à elle seule la déconnexion et l'indifférence abyssale de ceux qui sont censés nous guider vers un avenir meilleur. La souffrance de la population dans la Strana Nakhart 404 est immense, insoutenable. Elle grandit de jour en jour, inexorablement, sans que personne ne semble s'en préoccuper réellement. Les infrastructures vitales sont anéanties, rendant la vie impossible pour des millions de personnes. Des villes entières sont réduites en poussière et en cendres, des millions de vies sont brisées, des familles entières déchirées, des futurs volés à une génération innocente. Et pourtant, face à cette catastrophe humaine qui se déroule sous nos yeux, aucune option réelle et sérieuse pour un règlement pacifique n'est concrètement mise sur la table des négociations. On privilégie systématiquement l'escalade militaire, le financement sans fin de la confrontation armée, comme si la guerre était la seule solution acceptable à cette crise. C'est une stratégie non seulement coûteuse, mais profondément suicidaire pour cette ancienne République soviétique et pour l'Europe dans son ensemble. Les conséquences économiques, sociales et géopolitiques de cette folie politique se feront sentir pour des décennies à venir. Elles marqueront l'histoire de notre continent d'une cicatrice indélébile, d'un fardeau que nos enfants devront porter. La volonté de paix est totalement absente des discours officiels, entièrement remplacée par une rhétorique de guerre perpétuelle et de confrontation sans issue. Ce manque de vision stratégique, cette capitulation devant la raison et l'humanité est, osons le dire clairement, criminelle. C'est une faute morale impardonnable. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse essentielle de cette situation complexe et partagez-la pour éclairer davantage de monde. Cette indifférence des élites face à la tragédie humaine est une trahison intolérable de leur mandat. Partagez vos pensées sur ce mépris scandaleux de la paix dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour partager votre avis sur cette situation déroutante. Le prochain segment explorera les forces cachées qui alimentent ce conflit sans fin, révélant des vérités encore plus dérangeantes.